Donc le ministre de la Défense, le général Idi Amin, ou sinon Aboubakar Sidiki Kamara en direct. Bonjour général. Bonjour. Bienvenue dans cette émission Mirador, c'est une première, on vous sait plus ou moins taiseux, évidemment c'est l'armée. En tout cas bienvenue ce matin depuis Zérékoré. Merci beaucoup. Alors, oui, première question. Mon général, la réussite a beaucoup de parrains, la défaite est orpheline. Philosophons-en. Oui, la victoire a beaucoup de parrains, l'échec est orphelin. Dites-moi un peu, qu'est-ce que vous entendez par là? Parce que c'est une phrase phare que j'ai retenue de vous, même si elle est de quelqu'un d'autre. Quand on entame une action, lorsqu'on réussit cette action, tout le monde la récupère, tout le monde dit c'est grâce à moi, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Mais quand on échoue, personne ne réclamera la paternité de cette action. C'est ce que cela veut dire. D'accord. Donc, vous avez pris la décision de réformer une pratique habituelle dans les finances publiques. Ça veut dire que vous êtes déjà préparé, que si elle échouait, vous en serez le seul responsable et que si elle réussissait, toute votre équipe en revendiquerait. Non, cette phrase-là, il ne faut pas la sortir dans son contexte. Cette phrase fut prononcée le 29 janvier 2009. Elle collait au contexte. Donc, ça n'a rien à voir face au capitaine Dadis. D'accord, bon, bien. Merci, c'était juste pour revisiter votre mémoire, monsieur, mon général. Merci beaucoup. Alors, mon général, vous étiez, ou peut-être que vous devez encore y être, à Zérékoré, notamment au camp Béangin, face à des officiers, des sous-officiers, des hommes de rang. Vous avez notamment parlé de la question du ravitaillement de l'armée guinéenne en riz, et vous avez annoncé que désormais, la décision du colonel président, c'est d'imputer l'argent qui servait à acheter le riz pour les militaires, d'imputer cet argent sur leur solde. Expliquez-nous pourquoi cette mesure a-t-elle été prise? Alors, cette mesure a été prise par le colonel, le chef suprême des armées, parce qu'il y avait beaucoup de torts qu'on faisait à l'État. Pas l'armée, mais les commerçants, les gens de l'administration financière, c'est-à-dire le riz importé au nom de l'armée n'était pas dédouané. Alors, qu'est-ce qui se passait? On importait 5 à 6 fois ou 10 fois plus de riz au nom de l'armée et la petite quantité partait à l'armée. Cette autre partie non dédouanée était encore revendue par les commerçants sur le marché en complicité avec certaines personnes de l'administration. Ça, c'est la première considération. La deuxième considération, on donnait le riz aux militaires et tout de suite, ils partaient au marché pour les revendre pendant que l'État achète au même prix que le marché, subventionné par l'État, il le revendait à un prix bas aux femmes commerçantes. Troisième considération, les militaires du rang n'étaient pas ravitaillés, ils étaient simplement nourris. Alors que tout le monde, du général au soldat, tout le monde est soldat, tout le monde consent le même sacrifice. Alors on s'est dit, pourquoi ne pas remettre au militaire lui-même le prix de ces sacs de riz, conformément au tableau réglementaire? Un commandant a droit à tel nombre de sacs, on multiplie par le prix du sac de riz et on lui remet. S'il veut, il peut acheter ces 5 sacs de riz. S'il veut, il peut encaisser l'argent, comme ça lui semble. Comme ça, on évite à l'État cette hémorragie-là au niveau de l'importation, premièrement. Deuxièmement, on permet aux soldats d'avoir un montant considérable qui peut lui permettre de
domicilier son argent dans une banque et avoir un crédit pour se construire une maison ou pour s'acheter une voiture. En tout cas, améliorer ses conditions de vie. L'État payait sur les 270 000 ou 300 000, l'État payait le tout. Le militaire ne payait que 48 000 francs. Alors, on le dit, on te donne le prix, on te donne le nombre de sacs de riz que tu avais l'habitude de prendre, à toi d'aller acheter le riz au marché ou ne pas l'acheter. Mais cette hémorragie-là, au niveau de l'importation, au niveau des quantités de riz importées, on l'arrête tout de suite. Bien. Voilà. Les ravitaillements demeurent, mais on donne aux militaires l'argent qui correspond au nombre de sacs qu'ils touchaient. Alors, le général, dans la même veine, si la mesure est salutaire et qu'elle va mettre fin à l'affairisme depuis des décennies autour de l'importation du riz, et donc bannir la corruption sur la chaîne du commandement, mais le petit risque qui peut affecter la cellule familiale du soldat, on l'évoquait tantôt, c'est que le soldat, quand il encaisse, il pourrait ne pas acheter le sac de riz pour le ménage, l'argent pourrait prendre d'autres orientations, et c'est les dames, donc les mères de famille, qui en souffrent. Est-ce que vous avez pensé à cet aspect-là, même si globalement, la mesure est salutaire? Je n'ai pas entendu la partie. Le côté famille, en fait, si cela arrête, comme vous l'avez dit, la déperdition économique qu'il y a, mais le côté famille, parce que quand le soldat encaisse sa solde, il peut ne pas acheter de sacs de riz pour la maison, et donc les femmes des militaires en souffrent. C'est le côté qui inquiète un tout petit peu. Vous croyez qu'un homme qui a sacrifié sa vie au service de sa patrie, il porte l'uniforme, qui est loin de sa famille, qui est au niveau des brousses, sous la pluie, sous le soleil, est aussi responsable jusqu'à priver sa femme et ses progénitures de la nourriture? Je crois que c'est un préjugé que vous avez. Pour le soldat d'hier et le soldat d'aujourd'hui, ce n'est pas le même soldat. D'accord. Donc les soldats d'hier et d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes. Monsieur le ministre, c'est discutable. Nous connaissons. Il y a des cas, il y a un certain nombre de cas qui. Non, il connaît mieux le soldat d'hier et le soldat d'aujourd'hui. C'est trop marginal. On est voisins aux soldats. Il y a beaucoup. Monsieur le ministre, vous avez avancé un chiffre, 17 milliards par an, rien que pour acheminer justement ce riz. Quel est le prix d'achat? Expliquez-nous un peu. Est-ce que cela prévoit depuis déjà des années? Quelles sont concrètement les économies que l'État fait au titre désormais de la non-importation de ce riz, parce que vous l'avez dit que ce riz n'était pas dédouané, mais aussi de l'acheminement et toutes les économies que l'État ferait en bannissant désormais le ravitaillement. Ce que je sais, seul le ministère des Finances peut l'expliquer. Ce que je sais, c'est que ce n'est pas la chaîne de commandement qui en profitait. Ceux qui en profitaient, ils seront les seuls à pouvoir expliquer combien ils ont perdu. Mais ce que nous économisons sur l'acheminement du riz, qui nous coûtait 17 milliards, parce qu'il n'y a pas de train. Il n'y a pas de bateau pour les acheminer. On louait les camions, plus les camions de l'armée pour les transporter de Conakry à Tio, de Conakry à Kandiafra, de Conakry à Beila, de Conakry à Bokeh. Donc on arrête tout ça. Bien, l'aspect de l'accoutrement des militaires. Oui, Mohamed, si tu permets. Une précision, si vous permettez. Oui, allez-y, monsieur le ministre. C'est maintenant que vous l'apprenez. L'armée, c'est la grande miette. C'est que cette mesure est entrée en vigueur depuis le mois de janvier. D'accord, voilà. Nous, on ne fait pas de tambour. Et alors, monsieur le ministre, les soldats sont très, très contents. L'autre aspect, monsieur le ministre, en restant justement dans vos déclarations à Zérékoré, vous avez fait état d'une augmentation de la solde des militaires de l'ordre de 25%. Certains sont confus. Est-ce qu'il s'agit désormais de l'imputation du montant qui entrait dans le cadre du ravitaillement ou d'une augmentation réelle dont a décidé le colonel? C'est dans le budget
Vous savez que dans le budget, en ce qui concerne le glissement catégoriel, j'utilise le terme des financiers, le glissement catégoriel, c'est en fonction du budget mis à la disposition du département. Dans le budget mis à la disposition du ministère de la Défense, on a jugé nécessaire que compte tenu du sacrifice consenti par le soldat, compte tenu de la mesure des dispositions prises par le colonel pour que le soldat reste le soldat, il fallait revaloriser. Quand vous prenez un militaire qui a l'arme, qui est sur le terrain, qui n'est payé qu'à 900 000 francs, un soldat, vérifiez, un soldat qui était payé à 900 000 francs, mon frère, en Guinée, qu'est-ce que ça vaut aujourd'hui? Prix du petit café. Voilà. Alors, donc c'est pourquoi le colonel, il en a décidé comme ça. Parce que lui-même, en tant que soldat, il sait de quoi il souffrait. Bien. Monsieur mon général. Pour revenir à un de vos termes tout à l'heure, j'ai entendu, je suivais votre émission avant que vous ne m'appeliez, j'entendais le budget faramineux du ministère de la Défense nationale. Comme vous avez vu sur la plateforme, le budget n'est plus un tabou sous le colonel Mamadi Doumbouya. Je vous donne un exemple. Le budget d'investissement pour l'année 2021 du ministère de la Défense nationale est de 241 milliards. 241 milliards, ce qui fait à peu près 24 millions d'euros. Pour vous donner une idée, un avion, un simple hélicoptère, c'est 37 millions d'euros. Ça ne peut pas acheter un hélicoptère. Le dock flottant au port, c'est-à-dire la machine sur laquelle montent les bateaux pour qu'ils soient réparés, pour que notre port soit fréquentable, c'est géré par l'armée. Un dock flottant, c'est 30 millions d'euros. Alors, qu'est-ce qu'on en fait avec? Sans parler des autres investissements. Vous avez parlé aussi de l'improductivité de l'armée. Vous voyez tous les jours, il faut curer les caniveaux, il faut faire tels travaux. C'est le génie qui est en train de le faire. Il faut poser les ponts à l'intérieur, partout où l'État est absent. C'est le génie qui est en train de le faire. Quand il y a eu Ebola, les premiers militaires déployés le long des frontières, ce sont les médecins militaires. 75% des patients des hôpitaux militaires sont des civils. Vous voyez tout ça, vous réduisez ça à... Non. L'improductivité dont on parlait, c'était pour le secteur agricole. On a dit que Lansana Conté a beaucoup utilisé l'armée pour le secteur agricole et cela n'est plus d'actualité. Est-ce que vous, dans votre vision, cela va revenir? Est-ce que les militaires seront au champ? Nous cultivons toujours au minimum 1000 et quelques hectares à Monchon, à Kounyan, à Koundara. Nous produisons et je vous assure que ce n'est pas l'armée qui consomme ça. C'est les politiques qui l'utilisent pour la population. C'est ce qu'on appelle les stocks de sécurité alimentaire. Je vous donne un exemple. Il y a un village qui a été rasé par l'éboulement à Bofa la fois dernière. Le colonel Mamadi Doumbouya informé à 20h. Avant 0h, le village avait reçu 600 sacs de riz de production de l'armée. Voilà à quoi ça sert les productions de l'armée. L'armée, c'est la sécurité, c'est la prévision, c'est l'anticipation. Alors, monsieur le ministre, revenons toujours à vos propos tenus à Zéro Corée. Pas de syndicalisme au sein de l'armée. Est-ce que vous, en tant que ministre de la Défense, vous soupçonnez des velléités? Ça, c'est la première question. Et l'autre question, toujours dans le pan de votre communication, le président de la transition a commandé des tenues pour la troupe. Est-ce qu'il y a-t-il eu appel d'offres international? Quel a été le mécanisme de cette commande? Bien. La première question que vous demandez, c'est quoi? Pas de syndicalisme au sein de l'armée. Dans l'armée. Selon vos propos. Selon vos propos. Est-ce que vous soupçonnez des velléités? Non, il n'y a pas du tout de velléité. C'est juste un rappel du règlement de service dans l'armée.
il ne faut pas se voiler la face. On sait qu'il y a eu des revendications antérieurement, même si elles étaient motivées au sein de l'armée. Mais il faut le rappeler qu'il n'y a pas de syndicat dans l'armée. C'était tout simplement un rappel. La deuxième question, dites-moi le seul pays du monde que vous avez entendu sur les ordres, le Sénégal, en Afrique ici, le Mali, la Côte d'Ivoire, où vous avez entendu un appel d'offres international pour équiper, ne serait-ce que fournir les chiffres de son armée sur les antennes, dans les documents officiels, on s'expose déjà. Les chiffres de l'armée sont des chiffres confidentiels parce que les spécialistes, dès qu'on donne les équipements d'une armée, on a déjà une idée de la composition de cette armée, de la façon dont elle est organisée. C'est ce qui l'expose. Absolument. Ce que je voudrais vous dire, les journalistes. D'où la loi de la programmation militaire. Je voudrais qu'à mon retour à Conakry, vous donnez quelqu'un, un journaliste qui va se spécialiser sur les questions de défense, à qui on va donner des cours pour qu'il utilise les bons termes. Parce que les instruments de défense d'un pays, on ne s'amuse pas. Absolument. On ne parle pas d'un sujet dont on ne maîtrise pas. Je vais vous donner un simple exemple. L'armée, c'est très sensible. Lorsqu'en 1995, il était question de voter le budget du ministère de la Défense, l'honorable Jean-Marie Doré, paix à son âme, a refusé de voter le budget. Les journalistes lui ont demandé pourquoi vous avez refusé. Il dit que le budget de la Défense est trop petit. J'ai fait les tournées, j'ai vu ces militaires là-haut, sur les frontières, ils vivent la misère. Ces gens-là ont sacrifié leur vie, leur sang. Leur bulletin est rouge. Dès que les militaires ont entendu ça, ils se sont dit, tiens, l'honorable Jean-Marie Doré dit qu'il y a un bulletin rouge. Donc le bulletin qu'on nous donne n'est pas le vrai bulletin. Voilà, les canons ont commencé à tourner. Donc je vous prie de faire très attention. Moi, je suis très ouvert, mais je ne suis pas un homme de communication. Venez au ministère de la Défense, posez-moi les questions, je vous donnerai les documents. C'est une institution de la République, on n'a rien à cacher. Avec moi, il n'y a rien à cacher. Je vous donne les documents vérifiés, mais arrêtez de tirer sur l'armée. Ce n'est pas une institution comme les autres, elle est très sensible. Elle est très sensible, nous devons la protéger. Mais monsieur le ministre, vous n'avez pas parlé du ravitaillement de la police. Est-ce un oubli? Ou bien la police aussi est concernée par la rupture du ravitaillement, Henri? Je ne suis pas le ministre de la Sécurité. Oui, mais je sais, mais c'est l'armée qui fournissait du riz à la police. Je ne suis pas le ministre de la Sécurité, je suis le ministre délégué à la Défense nationale. J'ai dit tout à l'heure qu'on ne parle pas d'un sujet qu'on ne maîtrise pas. Absolument. Est-ce que le ministre est prêt à recevoir les plaintes des femmes, des militaires qui ne laissent pas du riz à la maison? J'ai beaucoup qui iront taper à votre porte, monsieur le ministre. Allez-y à la justice. Oh, mon cher ami, l'armée est bien structurée. Lorsqu'un soldat n'amène pas le riz à la maison, la femme du soldat sait exactement à qui s'adresser, c'est à son commandant de compagnie. Dès qu'une femme porte plainte au niveau du commandant de compagnie, je vous donne un exemple terre à terre, les militaires qui divorcent. Alors, la femme va voir le commandant de compagnie, dans la solde du militaire, le commandant de compagnie coupe tout de suite ce qu'il faut pour la femme et ses enfants, et à la fin de chaque mois, la femme se présente à la comptabilité et elle perçoit. Donc, tout ça c'est structuré dans l'armée, il y a des textes là-dessus. Aucun problème, aucune ambiguïté. Donc c'est aussi clair que ça, Lincoln. Tu as la réponse à ta question. Merci, monsieur le ministre. Communique apparemment bien. Monsieur le ministre de la Défense, pour une première fois, cette pédagogie qui est à saluer. Merci et bon séjour à Zérékoré. Merci beaucoup. Merci et on compte sur vous. Merci. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Voilà, c'était donc le ministre de la Défense nationale. Mamadou Diambaldé, quelle lecture, quel fact-checking allais-je dire? Oui, brièvement, cette diatribe violente vise non seulement le pouvoir exécutif, mais aussi le judiciaire à travers
M. Charles Wright, le procureur général, mais aussi le FNDC et ses avocats. Pour Jeune Afrique, dans le contexte de vérité et de justice dont les Guinéens ont tant besoin, je les cite, équivaut aujourd'hui à l'ex-chef de l'État de lourdes charges. Et d'autres dossiers doivent être remis sur la table. Des dossiers comme les événements, vous vous souvenez, à Samoroya. Il parle aussi du 28 septembre, de l'expédition punitive qui n'a jamais été jugée. Et ensuite, comment dirais-je, il y a eu aussi d'autres dossiers dont on impute la répression durant, comment dirais-je... Le coup d'État. Non, bien sûr le coup d'État, mais aussi durant les événements par rapport au troisième mandat d'Alpha Condé où les forces spéciales étaient fortement impliquées. Maintenant, par rapport à tout ça, plein de gens se demandent pourquoi ces regains d'intérêt pour M. François Soudan, qui avait bien sûr ses rondes de serviettes au palais Sékou Touréa, depuis que Alpha est parti de l'autre côté en Turquie. Parce que dans le même article, il rappelle les déboires judiciaires sous la Deuxième République qui avaient attirer une vague de solidarité à l'endroit du président à l'international. Mandela s'était impliqué, Chirac, Madeleine Albright, tout ça. Mais cette fois-ci, même le chef d'État de la sous-région ne pipe mot depuis qu'il y a eu cette fameuse liste où il y a 26 anciens dignitaires et le président de la République par rapport à l'ouverture judiciaire à leur encontre pour crime de sang. Donc il y a aussi le fait que le colonel et Bala Samoura, leur nom a été biffé des listes du FNDC envoyées à la CPI, ainsi de suite. Donc là aussi, l'hebdomadaire s'interroge et parle d'indignation sélective. Pour finir, il y a cette histoire de fausses communes dont je parlais tout à l'heure. Il y a aussi le communautarisme. L'hebdomadaire dit aujourd'hui qu'il y a une communauté, c'est-à-dire la moyenne Guinée, les Peuls, il faut appeler le chat, qui se sentirait visé. Et ils ont cité ici un certain Modi Saribari qui dit que tout ça c'est contre, comment dirais-je, c'est un peu contre son ethnie par rapport à cette casse des maisons. La récupération des biens. Je crois qu'il faut se garder de jouer les ethnies les unes contre l'autre comme Alpha Condé l'avait fait ici. On a vu pour se maintenir au pouvoir. Donc les détracteurs de JIA pensent qu'ils veulent sanctifier Alpha Condé tout en jetant l'opprobre sur les nouvelles autorités de la transition, parce que François Soudan, avec tout le respect qu'on lui doit, moi je le lisais depuis le lycée, et aujourd'hui est considéré comme quelqu'un qui préfère, comment dirais-je, le bon côté du manche qu'aux peuples africains. Donc grosso modo c'est ça. Donc, défendre les plus forts. Donc Alpha Condé, s'il faut le juger, il faut juger tous les autres aussi, comme si tout le monde était coupable. Alors oui, Talibé là-dessus. Oui, la même grille de lecture. Oui, en fait, en lisant l'article, le titre déjà, faut-il juger Alpha Condé? Faut-il le juger sur le plan de la justice ou le juger par rapport à sa gestion? Le titre, il est très subtil. Bien. Mais toujours est-il que on a senti dans l'article comme une démarche qui voudrait que on ne peut pas se cantonner à vouloir juger Alpha Condé suite donc à l'ouverture de poursuites judiciaires contre lui et 26 autres et laisser le colonel. Bien. Bon, beaucoup estiment aujourd'hui que cet article viserait un peu une stratégie qui voudrait que Alpha Condé soit en quelque sorte blanchi de ses accusations, blanchi des faits qui sont reprochés à son régime en termes de crimes de sang et qu'on voudrait donc distraire un peu l'opinion par rapport au cas Alpha Condé pour reporter les regards sur le colonel Mamadi Doumbouya. Toujours est-il que les articles de François Soudan ont souvent soulevé beaucoup de polémiques en Guinée, puisque il est vrai qu'un journaliste c'est son carnet d'adresse, mais beaucoup savent que l'amitié entre Alpha et François Soudan, ça date de plusieurs décennies, depuis les années d'opposition d'Alpha Condé. Donc aujourd'hui, beaucoup se demandent quel est le bien fondé, parce que vous imaginez, dans cet article, il rapporte des propos d'Alpha Condé quand il dit qu'il est déçu des Guinéens. Alors, des cadres guinéens. Maintenant, il part justement de ces trois phrases pour développer justement tout un chapitre de manière subtile sur Mamadi Doumbouya et les forces spéciales. Certains même se posent la question, est-ce que
les 3 phrases qu'il a rapportées, ce n'est que ça que Alpha lui a dit au téléphone, ou bien une partie de ce qu'il développe viendrait justement de l'échange, de l'échange qu'il aurait eu avec Alpha Condé. Est-ce que, en quelque part, il se fait le porte-parole de Alpha Condé pour dire des choses qu'il n'a pas voulu rapporter directement de Alpha Condé? Donc cet article, beaucoup ne le comprennent pas. Toujours est-il que chacun est responsable des faits qui lui sont reprochés. Le moment venu, si Doumbouya est justement impliqué dans des crimes, un jour ou l'autre, la justice pourra y plancher. Toujours est-il que l'interrogation demeure par rapport au séjour de Alpha Condé. Est-ce qu'il reviendra pour se soumettre à la justice guinéenne dans le cadre de cette poursuite judiciaire? On ne peut pas empêcher les gens de se poser ces questions. Et tout le monde sait qu'il y a eu beaucoup de morts et de dégâts dans ce pays sous le règne d'Alpha Condé à travers les différentes manifestations et autour des événements du 22 mars. Donc ça, c'est des faits et ils sont têtus. Voilà. Comment la Guinée a donc été peuplée, c'est là-dessus qu'on sera tout à l'heure avec notre invité, professeur Bano. Le temps d'une pause, on se retrouve.